Bonjour à tous. Donc on va faire une description d'un fusil que j'ai rentré, qui est vraiment superbe, qui est 1876, d'après ce que j'ai pu voir, euh, avec une crosse pistolet, une joue autrichienne, une crosse qui est très belle. Bon, il va falloir la reprendre un petit peu parce qu'elle a une sorte de vernis un peu qui est un peu jauni, c'est pas très beau. La plaque de couche est plutôt belle, mais il va falloir la reprendre un peu. Alors, c'est un fusil qui est complètement miroir à l'intérieur, au niveau du canon, qui est manifestement, alors je suis en train de regarder, mais vu l'état des canons, c'est un fusil qui a tiré de la pyroxylée et peut-être même des poudres modernes. Même si c'est un Damas, très beau Damas, qui demandera peut-être un peu de rebronzage, mais franchement même pas, il est vraiment en super bêta. Alors quelques petits soucis. Bon, une longuesse avec une petite cassure, mais ça peut être réparé très facilement. Un petit problème à la fermeture. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la tige qui permet l'extraction, elle se bloque. Donc ça, il faudra régler ça. Il y a un blocage, donc ça c'est pas grand chose. Et là, après on ferme. Donc aucun jeu à la fermeture, c'est parfait. Juste une chose, la clé, déjà il y a un petit jeu, un ressort léger, et en plus elle tire vers la gauche. Donc il va falloir déjà régler le problème du jeu, et en plus refaire venir la clé ici. Parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit qu'on a un peu de mal à le rouvrir. Et en plus avec des cartouches, ça doit être encore pire. Donc il va falloir tout démonter. Par contre, j'ai vu qu'ils avaient essayé de démonter, puis qu'ils ont ripé dans les vis. Donc évidemment, ça doit être oxydé à l'intérieur. Donc je vais peut-être attendre d'avoir des clés à choc pour le faire, parce que là, franchement, j'en peux plus de faire ça à la main. Parce que si je ripe, j'abîme, elles sont très belles. Donc j'attends un petit peu une clé à choc pour commencer à démonter tout le mécanisme. Alors, il est parfait aussi au niveau des percussions. Les deux sécurités sont là. Vous voyez, là quand même, on a l'impression que non, mais hop, on voit la différence entre avec ou sans. Les crans sont parfaits, donc aucun problème. Je vais regarder un petit peu les poinçons pour aller plus loin. Alors, c'est un fusil que je vais transformer quand même, mais pas en coach gun. Je vais garder 61 même, pour que ça reste un fusil de chasse. Moi, j'aime bien faire des coach guns, mais je peux pas détruire toute la balistique d'une arme en la coupant trop court. Donc à 61, ça serait bien. Je sais que ça peut paraître être un scandale pour les collectionneurs, mais bon, je pense qu'on va le raccourcir un petit peu quand même. En tous les cas, ça va être une arme superbe, quand même. Plié entre les chiens, 1873, 76, c'est déjà une arme qui était vraiment très en avance sur son temps pour l'ouverture-fermeture. Même si à l'époque il y avait aussi des mécanismes internes, extrêmement rares et très cher. Donc un fusil avec lequel on peut tirer de la poudre noire ou de la poudre moderne, mais simplement des sous-chargés. Hein. Il y a des armuriers qui font ça pour les vieilles armes de chasse. Donc de toute façon, je vais vérifier les poinçons quand même sur cet aspect-là. Moi, je m'occupe pas normalement de la balistique, je touche pas aux organes essentiels. Après, il faut que ça repasse chez un armurier ou au banc de Saint-Étienne. Donc on va voir ça, on va faire toutes les petites réparations ensemble, et voilà. À bientôt.
Alors j'ai tout démonté. J'ai analysé un petit peu la clé. Donc en fin de compte, on a une butée qui est un peu faible, qui fait que la clé revient trop vers la gauche. Donc ça, je pense que je vais le régler avec une brasure forte pour avoir un peu moins de battant de ce côté. C'est cette petite pièce qui sort de ce côté-là, qui va articuler cette pièce de fermeture. On va le remettre. Donc j'ai sorti le ressort qui va sur une toute petite butée sur l'axe. Donc j'ai préparé la clé de la butée. Donc on voit, j'ai mis déjà un peu de flux. De toute façon je vais en remettre d'autres. On va attendre un petit peu, on va voir un petit peu la solidité de la brasure. Et ensuite après on va la travailler, on va l'usiner pour que... Là j'ai un gros dépassement mais ça va aller vite. Ça n'a pas l'air mal, on va faire un essai. On est au milieu, on n'a plus de déviation, on n'est plus dévié vers la droite. On va voir si le ressort fait le boulot. Je sais plus si je dois mettre le ressort avant ou après, je m'en peux. Bon, vu les difficultés qu'on a en fin de compte à rallonger ce ressort qui fait pas le boulot en fin de compte de rotation de la clé, j'ai mis une pièce rapportée à l'intérieur afin d'éviter les arrachements. Et je vais utiliser en fin de compte de l'argent 34% avec flux enrobé. On va essayer de faire un truc vraiment extrêmement résilient. Mais en utilisant une sorte de montage mécanique très succinct mais qui va permettre de il y a du vent, c'est pas évident. Faut que j'aille chercher l'oxygène vraiment au minimum de la flamme. Ça va permettre de faire un axe qui va fixer en fin de compte la brasure. On va monter au rouge quasiment. On est au bleu, on monte au rouge à certains endroits, il y a de la dispersion. Je meulerai après. Je chauffe un peu la pièce pour faire descendre la soudure.
Et on va faire un rajout de matière à la base là, petit à petit. Voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est un acier qui est très compatible avec l'acier du ressort. On va voir ce que ça donne au niveau de la dynamique du ressort. Ça lui enlève pas trop de capacité de ressort. Là j'ai une pointe, je gagne à peu près 1 mm. Ça va permettre de faire tourner la pièce d'origine. C'est bien recouvert, ça, par capillarité, c'est allé partout, ça a recouvert la tête. Moi j'ai besoin de 1,5 mm très très solide avec la pointe de la pièce rapportée pour aller plus loin au niveau du ressort parce qu'il est trop court. Donc à ce niveau là on est bon. On va couper la partie de pièce rapportée. C'est plutôt pas mal. Et avant que ça bouge, il va en falloir quand même. Donc je vais meuler cette tête, je vais essayer de faire quelque chose d'assez propre. Et puis on va faire les essais à nouveau avec la clé pour voir la rotation de la clé et le retour de la clé. Donc j'ai placé le ressort. Il sort beaucoup plus maintenant dans l'axe. Je place la clé. Et là, bien sûr, j'ai un retour qui est parfait. Alors, vous voyez, il y a une dérive à la clé. Pourquoi? Parce que j'ai pas la pièce de fixation. Donc, je pense que je suis encore un peu fort au niveau du ressort, ce qui fait que l'axe ne peut pas rentrer. Il va falloir que j'y aille très très doucement pour arriver à placer mon axe. Mais on aura un très très beau retour. Bien, j'ai réussi. Est-ce qu'on n'est pas... Oui, ça va. Donc là, on a une clé qui est dans l'axe. On a un super retour. On va voir à la fermeture de la bascule. Ça n'a pas été simple. Il a vraiment fallu faire pas mal d'essais. Le ressort est déporté, mais c'est un peu sa nature. Il est un petit peu déporté sur la gauche. Il n'y a aucune raison qui s'enlève de l'ergot là. On va vérifier un peu aussi les revissages. Alors ça, il y a une très grande partie qui a été faite à la main, manifestement, puisque l'axe n'est pas droit. Donc ça, c'est une bascule d'atelier. Hein. Comment il faisait, en tous les cas, il y a une très grande part d'ajustage manuel. C'est pour ça d'ailleurs que ce ressort, il a fallu que je le retravaille, puisque on ne peut pas retrouver des ressorts standards. Hein. C'est pas standardisé, c'est pas comme par exemple, je sais pas, une arme Smith & Wesson avec des numérotages et peut-être des pièces standards modernes. Ça n'a rien à voir. À l'époque, il n'y avait pas de banc automatique, tout était ajusté, pièce femelle, pièce mâle. Donc faut tout refaire. Bon, j'ai commencé à rebronzer à l'armistol la plaque de couche. Alors, on va pas s'en occuper, on va le faire. On va le mettre de côté pour l'instant. Et on va s'occuper de la crosse, qui m'a l'air d'être une belle crosse quand même, mais qui a quelques petits accidents.
je vais déjà aller jusqu'au quadrillage. Après, je verrai ce que je fais à cet endroit-là. Je te montrerai aussi cette partie. Il y a eu un gros vernis, une grosse différence hein, quand on voit le bois brut. J'ai commencé à travailler avec c'est du 240 le mollo.
Donc une fois qu'on a fait les mécanismes internes, c'est un fusil que je destine à être un fusil bécassier à 61 cm de longueur. Ça peut être soit un fusil bécassier, soit un fusil pour les sous-bois, pour le gros gibier, avec un choc des deux côtés. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous voyez du rouge ici, c'est pas de la rouille, hein, c'est la couleur de la scie. Je vais déplacer la visée que j'ai récupérée. Et on reste avec un fusil de chasse qui, au niveau avec le choc, peut aller jusqu'à 30-35. Je vais essayer, alors je dis bien essayer parce qu'on est en période Covid, d'aller au ball trap avec. Même si ça m'embête un peu parce qu'il faut que je fasse mes... Je suis à plus de 10 km pour aller au ball trap, donc il faut que je fasse le papier. C'est vrai que ça m'énerve un peu, mais bon, je vais peut-être tenter de vous faire un ball trap avec. Il est très bien coupé. Tout est perpendiculaire. Il y a juste à ébarber, à limer un petit peu, à faire une visée. Alors pour ceux qui ne comprennent pas un peu comment sont faits les chocs sur ces fusils, en règle générale, vous avez la chambre et à peu près à... Ça dépend des... Je vous ai dit, hein, c'est des fusils artisanaux. Suivant la fabrique, le choc commence à peu près... Alors pour la plupart, parce que là c'est pas marqué sur les... Le choc est pas... Des fois ils me le disent à quelle distance ça commence. En règle générale, il y a une cheminée et le choc commence et il va suivre tout le long du canon. Ça veut dire que vous pouvez couper tant que vous voulez, vous aurez du choc généralement à partir de 7 cm en sortie de chambre. Et après, c'est choqué sur toute la longueur du canon. Est-ce que c'est progressif? Ça, j'ai pas trouvé. Je suis pas un collectionneur ou un historien de ce genre d'armes. Toujours est-il que le choc, il est partout. Donc on a toujours du choc. Faut pas oublier que pour ce qui est de la distance de la germe, la qualité de la germe, elle n'est pas liée spécifiquement à la longueur. Elle est essentiellement liée au choc. Plus on raccourcit un canon, plus la poudre doit être vive, c'est-à-dire l'expansion doit se faire dans toute la longueur du canon. Mais comme on n'est pas mathématicien, on fait des essais. Et de toute manière, pour tout ce qui est balistique, n'oubliez pas, un fusil comme ça doit repasser dans les mains d'un armurier ou au banc de Saint-Étienne s'ils ont un doute. Bien, donc cette partie de la vidéo, vous pouvez éventuellement la squeezer, aller un peu plus loin, parce que ça va être un peu une partie de vidéo qui va être une mise au point. J'ai eu pas mal, alors bon, je sais très bien que ces vidéos, je les mets sur YouTube, je ne vous demande rien, je vous montre ce que je fais. J'ai réparé une quantité de fusils assez infinie déjà. Mais il y a toujours des gens sur YouTube qui me font des critiques parce que j'ai un étau dégueulasse, que j'adore parce que j'ai fait plein de fusils avec. Et c'est sûr qu'à un moment ou un autre, il faudra que j'ai un outil, un établi de meilleure qualité. C'est vrai qu'il bouge et tout. Mais je suis un affectif. J'ai un étau où des fois je ne mets pas d'alu ou de bois. Mais je sais ce que je fais. C'est-à-dire que quand je mets une pièce, un axe ou autre sur ces étaux, je sais que mécaniquement ça ne change rien. Ok ? Et à un moment, à terme, je mettrai du bois si ça vous fait plaisir. Là, vous voyez, j'ai protégé le canon avec simplement un chiffon. Et le canon n'est pas mouru, ok? Donc, je comprends que des gens soient ce qu'on appelle un peu des académiques, des gens qui aiment les procédures et qui veulent qu'on suive des procédures standards. Alors, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai réparé des fusils dont personne ne voulait. Ils étaient dans un état lamentable. Alors attention, j'ai jamais réparé un fusil qui était HS. C'est-à-dire qui aurait pu poser un problème pour une personne ou pour moi.
J'ai réparé des problèmes mécaniques pas possibles, parce que je vous l'ai dit, la plupart de ces fusils sont des fusils artisanaux. Il faut s'adapter à chaque fois à ce qu'a fait l'artisan. Donc je dois m'adapter, je ne dois pas suivre des putains de procédures. Et mon étau est très bien pour ce que je fais. Il y a des gens sur YouTube qui souvent d'ailleurs n'ont pas de chaîne ou qui ne font rien en dehors, on a l'impression, qui me critiquent parce qu'ils trouvent que mon matos, que je ne fais pas ce qu'il faut. On m'a dit qu'il fallait que je tape à froid sur pour faire des réparations plutôt que des soudures ou des brasures. Mais j'ai l'impression que ce sont des gens qui simplement ont lu un truc sur Wikipédia. Moi j'ai l'expérience. Si j'arrive avec le matos que j'ai, et ça j'adorerais avoir un superbe établi, un super étau, je veux dire, je sais pas combien d'euros, mais pour l'instant, je fais pas ce type d'investissement, je gagne pas assez d'argent, et j'ai pas envie de me ruiner, vu que j'arrive à bosser et à finir des fusils qui sont passés des fois sur l'armurerie. Le type a dit c'est parfait, alors qu'il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Les mécanismes internes des platines, tout, j'ai tout refait. Donc quand quelqu'un est capable de refaire quelque chose, il faut respecter au moins ce travail, sinon vous changez de chaîne. Vous venez pas m'emmerder parce que j'ai pas le bon étau, et puis que je refais moi-même mes percuteurs, et je refais des percuteurs des fois quand je peux pas trouver le percuteur à longueur. C'est ce qu'on appelle s'adapter, c'est-à-dire réparer. Quand vous allez chez le garagiste et qu'il vous répare carrément, je sais pas, la vanne EGR, alors qu'il pourrait simplement la nettoyer dans le diesel, et qui vous met 1000 € pour réparer une vanne, plus les conduits, bah c'est pas un réparateur, c'est juste quelqu'un, c'est un échangeur standard. Moi je répare des fusils. La seule chose que j'ai pas réussi à réparer, c'est un revolver, parce que c'est pas mon truc. Je connais pas cet univers et j'ai pas réussi à réparer un Iver Johnson d'avant 1900. Parce que c'était très compliqué, j'avais du mal à accéder. Mais tous les fusils que j'ai considérés comme réparables, je les ai réparés. Donc il faut avoir un peu de respect. On n'a pas toujours le matos, on n'a pas toujours l'argent pour faire exactement tout. J'ai fait des erreurs des fois, notamment dans les brasures. Mais j'ai réussi à refaire des pièces d'origine. Peut-être que je sais pas, je suis peut-être africain, parce que je sais qu'en Afrique, des fois, ils sont capables de réparer des bagnoles qu'on mettrait à la benne de nos jours. Peut-être que j'ai ça. Peut-être que j'ai ce côté, je me démerde, j'en refais la pièce à la main. Ils sont capables. Pakistan, ils sont capables de refaire des kalachnikovs. Je ne tirerai pas avec. Hein. Mais voilà. Ils les font entièrement, à la main, comme des artisans. Alors on peut se foutre de leur gueule parce qu'ils n'ont pas des bancs automatiques, mais ils sont capables de faire ça. Alors moi, je ne vais pas à ce point-là, mais je suis capable de réparer des fusils dont personne ne veut. Les armuriers ne veulent plus les réparer. Et si je considère qu'ils sont encore straight, qu'ils sont encore sécuritaires, après, à vous de vous démerder après au banc de Saint-Étienne, moi, je les refais entièrement. Donc il faut avoir un peu de respect. Cette partie de vidéo, c'est un peu un coup de gueule, parce que sur YouTube, on a des gens qui m'expliquent non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Eh ben, écoute, t'as qu'à venir, comme ça tu vas nous montrer. Et généralement, tu les vois jamais. Jamais le type va te dire comment il faut faire. Donc, c'était juste un petit coup de gueule, parce que bon, des fois c'est un peu énervant les commentaires. Quand j'ai fini un fusil, il est parfait ou il n'est pas parfait. Je vous le dis, je le décris, je dis exactement tous les problèmes, ce que j'ai réussi à faire ou pas faire. Mais quand on est capable, pratiquement sur tous les points essentiels de l'arme, de remettre en état une vieille arme qui, les gens sont un peu malheureux parce qu'ils ont eu ça de leur grand-père et il ne fonctionne plus, on ferme sa gueule. Bon, je ne vais pas dire d'insultes sur YouTube. Je pense qu'il vaut mieux fermer sa gueule, et si on a envie d'aller voir des vidéos où on vous montre comment réparer des coach-guns ou des fusils anciens, il n'y en a pas, ou il y en a très très peu, et là, tu as des gens qui sont extraordinaires, qui sont vraiment des collectionneurs, qui connaissent tout. Mais je pense que je suis la seule chaîne qui vous montre comment réparer des fusils anciens à chien, essentiellement, qu'ils soient à broche ou à percussion centrale, et tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Et si des fois, l'armurier en a rien à foutre, comme certains garagistes n'ont rien à foutre d'une bagnole parce qu'ils trouvent qu'elle est trop vieille et tout ça, moi je fais le taf. Et c'est pas un business pour moi. Bon, on arrête la capsule engueulade. Et on continue le boulot. Donc, je vais couper à 60.
J'ai remis une visée. J'ai remis une visée en laiton. J'ai un autre petit problème. C'est en fin de compte, l'extracteur se coince. C'est très très drôle parce que on dirait que cette pièce-là a été rapportée. C'est-à-dire que ça aurait été un changement sur le canon, puisque bon, on peut changer cette pièce, il y a une vis. Et je vois qu'il y a encore une trace d'usinage qui est là. Mais c'est pas ça qui coince, c'est sur les côtés. Ça veut dire qu'au fond, ça a été remonté avec une autre pièce et les ajustages n'ont pas été faits. Donc je vais pas vous montrer ça, mais je vois que ça force sur un des côtés, ce qui fait que ça pose un problème. Je vais un petit peu l'ajuster pour que ça soit parfait, mais je ne vais pas vous montrer, c'est un peu simple. Après on va remonter le fusil, de toute façon on en parlera. On parlera un peu de ce que j'ai vu. Une autre petite information, j'ai regardé tous les poinçons. Alors je suis pas non plus un grand spécialiste, mais très sincèrement je vois pas de poinçon poudre vive. Hein, on a ELG, c'est-à-dire épreuve. S'il n'y a pas autre chose, s'il n'y a pas un autre poinçon qui indique que c'est poudre vive, on va dire que c'est poudre noire. Ça m'a étonné parce que les canons sont tellement parfaits que je me suis dit j'aurais pas dû tirer beaucoup de poudre noire dedans parce que c'est quand même très très oxydant. Mais bon, je vais juste réajuster un peu cette pièce et puis après on va remonter le fusil entièrement et voir s'il se referme bien puisque
Bon, maintenant, normalement j'ai fini le fusil. Hier, en fin de compte, je pensais avoir fini, mais j'avais un gros doute sur les sûretés. Donc j'ai démonté les platines, parce que j'ai vu qu'il y avait du jeu, mais je me suis aperçu... Donc, en fin de compte, ça allait jusqu'à la cheminée, sans avoir débloqué la détente. Donc j'ai raccourci la tête des chiens, des deux côtés, pour qu'il y ait un espace, et qu'en même temps, bien sûr, une fois qu'on débloque, ça va jusqu'à la cheminée. Donc il n'y a pas de problème pour la percussion. Là, je vais sur la cheminée, là, je suis bloqué à la moitié. Donc il n'y a pas du tout assez d'énergie cinétique pour faire un tir, donc la sûreté est bonne. Par contre, ça m'a demandé une journée de plus. Quelques petits détails en plus. J'ai dû refaire en fin de compte des petits accidents qu'il y avait sur la longuesse. Alors je l'ai fait avec un composant, vous savez, une pâte à bois, mais bicomposant, parce que sinon c'est pas assez solide. Et ensuite je l'ai teinté. Donc là, le fusil est vraiment fini. Après avoir raccourci ici, je veux dire à la tronçonneuse, les deux chiens, je les ai bleuis, que ça garde un petit aspect ancien. Je fais la même chose sur les vis. Donc très belle fermeture. Aucun jeu ni latéral ni à la fermeture. Donc là, la crosse a été refaite. Par contre, j'ai mis du Duracoat sur la plaque de couche parce que j'arrivais pas à la rebronzer. Il faudra que je vérifie un peu mes produits à bronzer parce que j'ai du mal des fois sur certains aciers. Alors comme je l'ai dit, ce fusil maintenant est en bécassier ou en fusil de sous-bois, c'est-à-dire fusil court, hein, 60 cm. J'ai regardé tous les marquages, j'ai pas trouvé poudre vive. Donc pour moi ça doit être PN. Je m'occupe pas, hein. Moi je fais juste l'esthétique de l'arme, je remets en condition, après vous voyez ça avec un armurier, hein. De toute façon je pense que je vais le garder, mais puisque c'est un des plus modernes que j'ai en fin de compte pour un fusil d'avant 1900. L'intérieur du canon est absolument miroir, hein. Sauf peut-être un tout petit, quelques petites oxydations, mais vraiment pas du tout problématique, je crois, juste en sortie de chambre, et encore je crois que je l'ai enlevé. Et le Damas n'a pas été rebronzé, il est tellement beau qu'il n'y a vraiment rien à faire. Il y a une belle vision en laiton. Donc la clé, je l'ai laissée avec une légère dérive vers la droite, parce que ça pose aucun problème, et de toute façon avec la mécanique elle va finir par revenir. Vu que le ressort tape toujours dans ce sens là, ça sera toujours moins embêtant, et en plus on a une très bonne ouverture et fermeture. Donc je vous remercie et à bientôt.